Bienvenue sur le 11e Triskaïdécaphilie du mois d'août, vendredi 13. Ce soir, nous recevons Édouard H. Blaise qui va nous lire un extrait de sa novella Le Grand-Père. Bonjour tout le monde. Alors, Le Grand-Père, c'est une novella donc de mystère, horreur, dans laquelle on va rencontrer un personnage qui s'appelle Simon et qui est un jeune moine de retour dans sa ville natale pour enterrer son grand-père. Et la scène que je vais lire, l'enterrement vient tout juste de se terminer et Simon est en train de ranger la vieille maison de son grand-père et donc de redécouvrir un petit peu les lieux où il a grandi. La porte s'ouvre, elle grince et rechigne, s'arrache difficilement à son état de repos, déplace la poussière. À travers l'ouverture, les odeurs renfermées s'échappent et agressent, elles sont comme des fantômes qui, libérés, viennent hanter les nasales. Simon tousse. Des mouches, réveillées par la lumière, bourdonnent à l'intérieur. Il entre et, surpris, s'arrête sur le seuil. Il fait sombre là-dedans. Un tout petit trait de lumière pénètre par l'ouverture du Mont-de-Sac. Le sol est couvert d'une couche épaisse d'excréments noirs. Rats, mouches et autres vermines semblent s'être alliés pour repeindre les lattes de bois. Simon s'avance vers ce qui ressemble à un bureau. Plus grand que celui du rez-de-chaussée, il est encombré de bougies à moitié dévorées, de livres ouverts et de parchemins recouverts d'une écriture fine. Celle du grand-père. Simon ne comprend pas. Il n'avait jamais vu de bureau ici et les vieilleries dont il se souvient ont disparu. Il ne reste plus que ces parchemins et posé au centre du plan de travail, un codex entamé. La curiosité le démange comme s'il avait été piqué par un esprit malin. Il tend la main, la pose sur le parchemin du codex. Il a une douceur, un grain particulier qui rend ce contact agréable. Le livre est ancien, mais pas ce qui y est écrit. L'encrier est mal refermé, Simon réajuste le bouchon et, envahi d'un drôle de sentiment de vergogne, il se penche sur les mots qui recouvrent le parchemin. Il fait trop sombre pour lire ici et il n'a pas de quoi allumer les bougies. Tant pis, il s'y intéressera plus tard. Pour l'instant, il fouille le bureau. Il ouvre le grand tiroir central. Ce meuble seul vaut une petite fortune. Le bois est verni, parfaitement travaillé. Simon s'étonne de le découvrir là. Le grand-père aurait-il vendu tout ce qu'il possédait pour se l'offrir ? Lui et les parchemins, de quoi écrire ? Pourquoi se serait-il donné tout ce mal ? Entre des feuillets vierges et quelques outils pour tailler les plumes, Simon découvre une petite boîte ciselée. Il ne comprend pas bien ce que l'orfèvre a voulu représenter. Le dessin, dans le bois, ressemble à des spirales qui se confondent et se transforment. La boîte est verrouillée par une plaque en métal rouillé, maintenue par un cadenas épais. Simon commence par chercher une clé. Elle doit être quelque part. D'abord simplement curieux, il s'énerve rapidement de ne pas la trouver. Il fouille tous les tiroirs et, dépité, commence à tirer sur le cadenas. Il ne cède pas. Pourtant, il est ancien et rouillé et il est persuadé de pouvoir le faire lâcher. En regardant autour de lui, il sent son cœur qui accélère, qui tape contre sa poitrine à l'idée de ce que le grand-père a caché dans ce coffret. L'obsession le ronge. Il attrape ce qui ressemble à un ancien chandelier qui n'a pas servi depuis des années et l'arrache à son cocon de toile d'araignée. Avec, il commence à frapper le verrou, d'abord avec timidité, très vite avec hargne. Il transpire, il halète, il fait chaud dans ce grenier sombre, lourd. Ses habits viennent se plaquer contre lui, il ne sait pas pourquoi il fait ça, ni pourquoi il n'est pas redescendu, il se dit que maintenant ce serait stupide. Le verrou est sur le point de céder, il branle. Simon se redresse et, dans un râle et un dernier coup du chandelier à moitié fendu par la violence de l'effraction, le cadenas saute avec le reste de la fermeture. Simon s'arrête. Il respire profondément. Il jette un regard vers la porte du grenier, surpris par sa propre véhémence, il se sent un peu honteux. Et si cette porte s'ouvrait, maintenant, si le grand-père rentrait ? Simon est parcouru d'un frisson. C'est impossible. Il est mort. Toute la scène se joue devant ses yeux. Il reste comme ça sans savoir quoi répondre au grand-père. Il bafouille un instant, les yeux pleins de larmes, incapable de comprendre ce qu'elle représente. Colère,
Tristesse, regret, peut-être. Il secoue la tête, ça suffit, il est mort. Simon se redresse, la boîte entre les mains, il se fige, paralysé par ce tremblement entre ses doigts et le bruit terrifiant qui s'en dégage. Quelque chose ronfle et gronde là-dedans. Plus que ne peut en contenir une aussi petite boîte. Le couvercle est soudainement soulevé par des dizaines et des dizaines de mouches, grosses comme le pouce qui s'échappe dans une nuée noire et grouillante. Simon tousse, crie. Il bat des bras pour repousser l'horreur de ce nuage de petites bêtes verdâtres qui bourdonnent suffisamment fort pour l'assourdir. Elle grimpe sur ses bras, sur son visage. Il ferme les yeux et avance à tâtons en hurlant. Une mouche entre dans sa bouche, haut le cœur et gargouille. Il s'étouffe, sent la petite bête au fond de sa gorge, ses pattes, ses ailes. Elle panique, elle remonte. Il finit par la cracher et se fige. Le silence tombe. Ses yeux s'ouvrent, les mouches se sont calmées. Elles se sont posées un peu partout dans la pièce. Simon n'ose plus bouger. Par terre, celle qui l'a craché se débat dans un glavio de salive. Il hésite. S'il bouge, il a peur de toutes les réveiller le chaos. Juste derrière lui se trouve la trappe du Mont-de-Sac. Il se tourne doucement et la soulève. La lumière se glisse à l'intérieur, les mouches s'élèvent, le nuage bourdonnant fonce vers la lueur, un essaim d'ombre à l'assaut du jour. Simon tient la trappe ouverte, le bras levé en protection de son visage. Elle passe devant lui, perdue, chaotique. Elle gronde jusque dans le petit vent qui souffle à l'extérieur. Finalement, il ne reste plus que quelques dizaines d'insectes dans le grenier. Simon tremble. Il ne comprend pas d'où ils ont pu surgir. Le petit coffret qu'il a laissé tomber traîne, ouvert, au milieu de la pièce. Il le ramasse et jette un œil prudent à l'intérieur. C'est impossible. Toutes ces mouches ne pouvaient être contenues là-dedans. Au fond de la boîte, posé sur un velours rouge sombre, un miroir brisé reflète les poutres épaisses du plafond. C'est un magnifique objet ouvragé à la monture d'argent. Le verre est éclaté en plusieurs morceaux toujours enchâssés dans le cadre. La plaque d'étain s'est légèrement tordue. Simon n'a jamais rien vu de tel. Il est habitué aux miroirs en métal poli qui réfléchissent bien moins. Il a la chance de contempler une œuvre d'art et ose à peine y toucher. Plein d'hésitation, il passe un doigt sur le manche finement travaillé. Il se demande où a pu être confectionnée cette merveille. Au moment où il entre en contact avec le manche d'argent, Simon remarque une ombre qui se reflète dans le miroir. Il jette un œil au plafond. Rien. L'ombre est passée. Il a dû rêver. Après un instant d'hésitation, il plonge son regard dans le verre morcelé. Il n'y a pas d'éclat dans la boîte. Il est brisé depuis longtemps. Simon soupire de soulagement. Il a eu peur d'avoir abîmé un tel trésor. Quelque chose le gêne, cependant, quand il se penche sur l'objet. Le reflet est particulièrement net, malgré la plaque d'étain bombé. Il y voit les toiles d'araignée au plafond, les poutres. Il peut y voir en détail les fissures qui zèbrent le bois, mais pas son reflet. Quand il comprend, Simon se redresse, les yeux ronds. Il ramasse le miroir et le lève devant lui pour s'y observer. Impossible. L'objet argenté renvoie l'image de la porte derrière lui, mais rien d'autre. Il ne s'y trouve pas. Il s'attendait à voir ses yeux verts, ceux qu'il aime sans se l'avouer. Il s'attendait à voir sa tignasse, épaisse et désordonnée, ce buisson épineux qui grimpe le long de son crâne et qu'il est incapable de dompter. Son cou, fin, ses pommettes saillantes. Rien. Étrange sensation. Étrange et dérangeante. Il tremble, n'y croit pas vraiment. Il hésite et se déplace dans le grenier poussiéreux. À la lumière, il y verra mieux. Il s'approche encore une fois du Mont-de-Sac et soulève un peu la trappe qui laisse entrer les rayons du jour. Il se reflète dans le miroir, il glisse sur la plaque et éblouit Simon qui cligne des yeux. Seul, juste lui, sans aucun reflet pour lui rendre la politesse. Il commence à s'inquiéter et passe sa main devant le miroir comme pour essayer de le réveiller. « Où es-tu passé, reflet ?» murmure-t-il. Ses yeux se perdent dans le fond de l'image un peu déformée. Il remarque une étrangeté. 2 points blancs. Il ne comprend pas ce qu'ils peuvent être. Soudainement, il cligne. Simon sursaute. Derrière lui, une marche grince, le bois hurle sous l'effort. Quelqu'un monte les escaliers. Simon se précipite, il dépose le miroir dans le coffret et en claque le couvercle. Il repousse l'objet sous le bureau, son cœur bat à un rythme de coureur. Il tremble un peu, il ne sait pas vraiment pourquoi, mais il a peur. Il ne veut pas que qui que ce soit le découvre avec cette chose. Quelques mouches dérangées dans leur paresseuse danse ou leur exploration silencieuse des poutres et des recoins s'élèvent en bourdonnant. Simon se tourne vers la porte quand celle-ci s'entrouvre. « Simon, tu es là ?» Le père Thomas. Simon soupire. « C'est moi, mon père, je range. »« Oh, je n'étais jamais monté ici, » dit le père Thomas en regardant autour de lui.
Je suis désolé de m'introduire sans y avoir été invité, tu ne répondais pas à mes appels. Je frappe à la porte depuis un petit moment. C'est moi qui m'excuse, mon père. Je me trouvais ici, je ne vous ai pas entendu. Eh bien, dis donc, quel étrange repère il avait ici. Oui, je n'en savais rien. Je m'attendais à découvrir quelques vieilleries entreposées, pas une mine d'or en parchemin. Le père Thomas s'avance. Il regarde autour de lui, un air surpris, curieux et méfiant sur le visage. Dangereuse association. Il pose une main sur un rouleau que Simon n'a pas encore déroulé. Il n'a aucune idée de ce qu'il peut contenir et quand le père Thomas y plonge le nez, Simon attend. Il reste silencieux comme on lui a appris à se tenir quand un père se plonge dans une lecture. Il s'étonne que le grand-père ait appris à écrire en séparant les mots, c'est rare. Beaucoup de copistes ne se plient pas encore à cette nouvelle méthode. Pourtant, c'est grâce à elle que le père Thomas peut lire sans déclamer. Le silence est lourd, les mouches bourdonnent. L'une d'entre elles va se poser contre l'oreille du père Thomas qui secoue la tête. Le parchemin se plie et l'homme replonge ses yeux sombres dans ceux de Simon. Il a perdu son sourire. Simon tremble. Il ne sait pas pourquoi, pas vraiment, mais il est inquiet. La peur vient ronger à l'intérieur de ses entrailles, elle se glisse, elle remonte, elle grimpe et mordit. Il hésite, il n'ose rien dire. Son regard va se perdre juste un instant vers le coffret sous le bureau. Le père Thomas le suit, il lève un sourcil et dit « C'est intéressant ce qu'il a écrit ici. » Il. Le père Thomas n'a jamais nommé le grand-père, ni par son nom, que tous ont oublié, ni par ce surnom familier qui lui aurait donné l'impression d'être en dessous de lui, de n'être que le père, quand lui était le grand-père. Je n'ai pas encore tout lu. Tu as prévu de le faire ? La voix est cassante, le ton sans appel. Il attend un nom. Il attend que Simon recule. Soudainement, le père Thomas n'est plus le gentil prêtre qui riait si facilement, il est devenu sec, nerveux. Simon hésite. Il se rend compte qu'il se tient sur le fil d'une lame tranchante, qu'il doit avancer avec prudence. Je vois qu'il a été prolifique, continue le père Thomas. Il s'approche du bureau sur lequel le codex que Simon a à peine feuilleté est resté ouvert. Le prêtre en tourne 2 pages. Il se penche un peu et lit ce qui est écrit, plisse les yeux, force à travers l'obscurité. C'est à cet instant que j'ai décidé de le renier. C'est à cet instant que j'ai compris qu'il n'était rien démon, sous un autre nom diable d'un autre genre, maudit et damné dans sa sainteté. Je l'ai abandonné comme il m'a abandonné, j'ai juré et j'ai craché, 7 fois et 7 fois encore, jusqu'à être sûr que d'aussi haut qu'il soit, il entende mes imprécations et qu'il comprenne que sur terre, l'un de ses représentants s'était détourné de lui. Silence. Une mouche vrombrit, elle s'élève maladroite, se cogne à la soutane du père Thomas, se pose. Silence. Elle grimpe doucement, remonte le long du vêtement rêche, Simon la voit. Il se concentre dessus, perdu dans cet autre espace dans lequel les paroles du père Thomas l'ont propulsé. Un autre monde que le sien. Un monde de pensées chaotiques où s'affrontent ses idées et celles de son passé, tous les doutes d'une trop courte vie. Ces instants de questions et de rébellion que la prière et le dogme ont transformés en souvenirs à peine frétillants dans un océan de certitude, dans une marée de foi. C'est poétique. La voix du père Thomas est rauque. On dirait qu'il n'a pas parlé depuis des mois. Peut-être que Simon est parti plus longtemps qu'il ne l'a cru. Il relève la tête, la mouche s'est à nouveau envolée. Elle bourdonne au-dessus d'eux, se cogne au mur, aux poutres. Simon ne dit rien. Le père Thomas ramasse le codex, il se tourne vers Simon, mais laisse son regard se promener sur tous les rouleaux, toute cette encre coulée et sur les parchemins que le grand-père a laissés. Il semble hésiter. « Tu sais ce que tu vas faire de tout ça, Simon ?»« Pas encore, mon père, » répond Simon. Il a parlé trop vite, il s'en rend compte. Il aurait dû dire qu'il allait tout détruire ou bien tout offrir à l'église comme ce qu'il a trouvé au rez-de-chaussée. Il hésite, il ne veut pas mentir, il veut comprendre. Il a besoin de lire et de s'expliquer ce que le grand-père faisait ici. Et puis ce miroir sans âme, sans reflet. J'ai rassemblé en bas ce que je vais donner. Presque tout va à votre église, mon père. C'est très généreux de ta part, Simon. C'est la moindre des choses, après tout ce que vous avez fait pour moi. Le père Thomas hoche la tête. Il sourit même très légèrement, et puis s'approche de la porte. Il se penche pour la passer et dit « Je vais jeter un œil en sortant. » « Je vous accompagne. »
Laissant le bourdonnement derrière eux, les deux hommes descendent en silence l'escalier qui grince sous leurs pieds. Le père Thomas serre contre lui le codex, Simon n'en détourne pas les yeux. Arrivé dans la pièce à vivre, où ont été rassemblés les meubles, les livres religieux et autres traités d'histoire que Simon veut remettre à l'église de Malestroit, il s'arrête à peine un instant. Pas un mot n'est échangé, le père Thomas n'a pas un regard pour tous ces biens qui doivent lui revenir. Il se dirige, sans hésiter, vers la porte. Quand il l'ouvre, l'air chaud qui s'engouffre à l'intérieur est comme une bouffée d'un souffle nouveau qui délie les langues. Merci de m'avoir reçu, Simon. C'est normal, mon père, vous êtes toujours le bienvenu, où que nous nous trouvions. Le père Thomas sourit. Simon s'approche, il tend un bras et le curé hésite. Je crois que vous avez oublié de me rendre le codex, mon père. Effectivement. Il n'a cependant pas le moindre geste pour le rendre. Il le tient toujours serré contre lui comme s'il avait peur qu'il ne s'enfuit. Simon s'approche et le prend à deux mains. Je le tiens, vous pouvez le lâcher. Le père Thomas hésite encore un instant puis abandonne le livre que Simon se hâte de glisser sous son bras. Ils échangent un nouveau regard, froid, mordant, bien loin de cette communion pleine d'un respect et d'une affection réciproque qu'ils avaient pu vivre quelques jours plus tôt. Simon ferme la porte et pousse le loquet. Avec un soupir, il s'adosse au panneau de bois un instant, les yeux perdus sur la couverture bis très vierge du codex. La curiosité le tenaille, il veut comprendre. Il s'avance jusqu'à l'âtre noirci au-dessus duquel est encore accroché un vieux miroir en acier poli, relique du grand-père, que Simon n'a pas encore décroché pour pouvoir se raser. Pris d'un frisson, il s'y contemple. Il est là. Il se fait face. Sans le moindre sourire, ses cheveux en bataille, ses yeux plissés. Il est là. Il soupire. Simon jette un regard au codex et va s'asseoir au bureau. Il fait encore jour pour l'instant. C'est le moment. Il est fébrile. Une petite voix bien au fond de son être lui hurle d'oublier, de ne pas prendre ce chemin. Simon tourne la première page. Il se plonge dans les mots du grand-père. Eh bien, merci, Édouard. Eh bien, de rien. Voilà, clap, clap, clap. Les applaudissements fusent. Merci. Voilà, tu vois, tout le monde applaudit. Voilà, très prenant. Et Julien dit très belle diction. Merci. C'est gentil. Très belle lecture. De quoi t'avais besoin de stresser, sérieux. Je crois que ton texte passe à travers le temps et les lieux. Fun fact, une mouche a commencé à voleter autour de moi pile quand tu as commencé. Mais pareil ici, il y a une grosse mouche qui se promène dans l'appart depuis une demi-heure là. Malédiction. Il va y avoir quelque chose. Voilà, les mouches savent. Mais alors moi, elle est grosse au point qu'elle n'arrive pas à voler en fait. Ah putain, d'accord. Elle plane avec panache. C'est une mouche éléphant. Bon, je suis content que ça vous ait plu en tout cas. Oui, je pense que tout le monde est content, c'était pas mal du tout. Alors donc pour parler de ta diction justement, donc tu fais du théâtre. Je fais du théâtre, effectivement, et je vais surtout en faire, c'est-à-dire que les années qui viennent, il y aura beaucoup plus de théâtre que les années passées. Mais en même temps, jusqu'à un certain âge, c'est assez logique. Ouais, donc on te présente donc Edouard. Tu écris, tu fais aussi du théâtre. Alors est-ce que tu veux devenir écrivain ou acteur ou les deux carrément? Eh ben les deux. Enfin, en fait, moi j'ai envie de faire de la mise en scène. J'ai envie de faire de mettre en scène et d'écrire aussi bien, de continuer du roman, des nouvelles, mais aussi d'écrire donc pour du théâtre. Et pour plein de choses en fait. Je me suis amusé à écrire du scénario aussi, ça m'éclate beaucoup. Et en fait, effectivement, à partir du mois prochain, en fait, moins d'un mois maintenant, je commence le cours Florent du coup à Paris. Bah oui. Raconte-moi ton parcours par rapport à l'écriture et tes envies de théâtre et de mise en scène. On reviendra Oui. Alors, mon parcours. Au niveau écriture, pour l'instant, je
je, je n'ai pas grand-chose qui peut être lu, parce que disons que la seule publication à mon actif, ça va être la nouvelle de chez Projet Silex, qui va arriver bientôt pour ceux qui ont participé au financement. Donc Ventreuil, qui est donc de la fantaisie animalière. Et moi, à côté, j'écris pas mal de choses et j'aime bien. Du coup, t'as dû le comprendre, j'aime bien essayer plein de choses. Oui. Donc, donc du coup, j'ai écrit jusque-là un roman noir, un roman de fantasy noir, en fait, où je me suis amusé avec les codes du roman noir que j'aime beaucoup. Black Roman Sad, noir dans le sens. dans le sens polar. Ouais, Oui, ok, polar, et pas les romans noirs façon le château du 30, le blanc de Non, 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 ouais, Brutus. plus en fait, là pour le coup, ce que j'avais vraiment envie ce avec quoi j'avais vraiment envie de jouer, c'était le côté un peu hard-boiled des romans noirs. Oui. Vraiment ces espèces de personnages qui en prennent plein la figure et qui finissent toujours par se relever de façon un peu nimpe Ouais, mais dans quel état? et continuent leur enquête. Voilà, c'est ça, mais dans quel état. Et puis le côté, le personnage qui n'est pas un héros, mais qui est complètement un anti-héros, ça me bottait bien. Donc ça, c'est le premier roman que j'ai écrit, et qui traîne pour l'instant, qui s'appelle Night in Town, et que qui traîne sur mon ordi pour l'instant. Et à côté, j'ai continué d'écrire. Euh, Et je me suis amusé avec de l'urban fantasy, en fait, avec deux romans qui sont Le Jour des Carillons et La Nuit des Tintamarres, qui sont un diptyque, en fait. Oui, c'est bien ce qui me Le Jour des semblait. Carillons. Ouais, c'est Quel est ça. le titre? Avec Le Jour des Carillons, qui est vraiment un- l'histoire d'un personnage, en fait, qui est très important pour la ville de Tinkelham. Et en fait, la ville de Tinkelham, toute l'histoire, en fait, est partie de là. C'est une ville un peu comme dans une boule à neige, c'est-à-dire qu'elle est entourée de brume et à l'extérieur, on ne sait pas trop ce qu'il y a et c'est juste qu'on ne peut pas en sortir parce que il y a des spectres. Et donc cette ville, vraiment, j'avais envie de jouer avec ce côté, la ville isolée, en fait, dans laquelle on est bloqué et protégé par le beffroi, une tour en son centre qui sonne des cloches qui repoussent les spectres. Voilà. Un tout petit Et peu donc, pensé à Dark j'ai City. pardon? J'avais un petit peu pensé au film Dark City, parce que c'est une ville isolée, où on peut pas sortir, malgré tous les efforts du personnage principal. Après, vu C'est comment marrant tu parce qu'on en a parlé, Ouais. quelqu'un en a parlé, je crois que c'était sur le café, je sais plus. Alors je l'ai pas vu encore le film, mais effectivement quelqu'un en a parlé et j'avais noté en me disant tiens, faut que je regarde. Je te rassure, je pense que l'ambiance, elle est complètement différente de ce que tu as essayé de Ah oui, retranscrire. oui, non, bien sûr, ouais. Mais, mais ça m'intéresse. Alors, les spectres avec la tour. Et donc ouais, alors HDM je ne connais pas. Dans la tour des anges. Ah, peut-être. Ah, His Dark Material, ok, je l'ai. Oui, non, mais pardon. Oui, oui, mais bon. Bah, j'avais pas compris tout de suite non Je me plus fais les engueuler. acronymes. Je me fais engueuler parce que je ne comprends pas les acronymes. Ils sont très taquins au Café Cobalt. Et moi, je comprenais pas l'acronyme non plus, alors je ne connais que le titre français, La Croisée des Mondes, alors prout. J'avais pas non plus, bah ouais. C'est pas la peine de faire le malin, Seb, alors. Non, mais où? Ouais, bah voir ça aussi. Et Ça doit être une ambiance donc ouais, crépuscule. j'ai le diptyque en fait avec deux ambiances vraiment différentes. Mm. Où le premier, enfin où j'ai écrit l'histoire d'un personnage et c'est vraiment en fait un petit peu son origin story en fait en fin de compte. Et dans le deuxième, en fait le deuxième, La Nuit des Tintamarres, se passe 80 ans après le premier. Et là pour le coup c'est une enquête un peu spéciale. C'est-à-dire que le le personnage principal, qui est l'enquêteur, va, va- son client va rentrer en contact avec lui en lui disant voilà, je veux que vous enquêtiez sur moi. Ok. Et je veux que vous découvriez qui je suis, qui est mon passé et pourquoi. Et pourquoi quoi, il sait pas. Et donc,
il commence à enquêter. C'est sympa. Donc voilà. Ok. Quelles sont tes influences pour ce diptyque? Pour ce diptyque, mes influences, Il y en a plein, je suis sûre, et des fois on oublie les influences qu'on a eues. mais c'est ça, j'y réfléchis. En fait, je pense à un autre où pour le coup, j'ai vraiment effectivement réfléchi aux influences. Mais alors pour le diptyque là, c'est difficile à dire. Bon, je crois que les influences que j'ai, c'est toujours. Je suis très très influencé en fait par tout le monde cinématographique et alors je sais pas si ça se dit sériel, mais des séries en fait parce que je regarde beaucoup de films, de séries et je crois que ça m'influence plus encore que les livres. Les livres qui m'ont vraiment influencé, il y a effectivement La Croisée des Mondes qui est pour moi qui a toujours été le joyau pur qui est vraiment l'état à atteindre si je veux pouvoir écrire quelque chose de parfait. Pour moi, c'est La Croisée des Mondes. Euh, Après, au niveau livre, c'est vrai qu'autour je ne sais pas trop pour ce diptyque. Je vais te parler du dernier bouquin qui est Les Contes de Maelstrom, qui est du jeunesse, et en fait où je me suis éclaté à écrire de la littérature jeunesse. Je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, parce que ça m'a beaucoup forgé, moi, la littérature jeunesse, et j'avais envie de rendre un petit peu de renvoyer l'ascenseur, on va dire. Et du coup, pour celui-là, j'ai plein de références. Là, pour le coup, tu vois, j'ai réfléchi, je sais que pour les contes de Maelstrom, j'ai effectivement la Croisée des Mondes, qui reste, voilà. Mais il y a aussi je sais que j'ai été influencé par Ewilan et Bottero, donc, énormément par Eric Lhomme, euh, et, et qui, pareil, pour moi, Eric Lhomme, en fait, Eric Lhomme, Bottero, je vois souvent beaucoup de critiques sur leurs livres, et effectivement, ils sont absolument pas exempts de défauts, mais par contre, ça reste des œuvres qui, pour moi, marchent, en fait, fonctionnent parfaitement, et pour ce qu'elles veulent faire, elles sont juste parfaites. Ah, elle Et t'était voilà, dédiée en donc quelque sorte tes œuvres, quoi. Souvent, c'est pas le lecteur qui trouve le livre, c'est un peu l'histoire qui trouve l'oreille adéquate. Pas être trop sur le peut-être, sens. ouais. Mhm. Ah, Et donc voilà, si je dois donner trois influences au niveau littérature jeunesse, Bottero, Philippe Pullman et Eric Lhomme. pour revenir au cinéma, il y a Sam qui fait remarquer que ça sent dans ton extrait, c'est en effet très cinématographique. Je trouve ta façon de conduire le regard avec les mouches, par exemple. Ouais, alors ça j'y ai pensé en l'écrivant pour le coup, et ça a été vraiment quelque chose que j'avais envie de faire avec le grand-père, où en fait quand j'ai écrit, je réfléchissais caméra. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, comment est-ce que j'imagine que la scène se passe à cet endroit-là avec une caméra. Et j'avais vraiment envie de ce délire de suivre les mouches, où j'imaginais vraiment dans ma tête la scène avec le suivi des mouches à la caméra, et ça me plaisait beaucoup comme idée. Voilà, Donc, ça fonctionne très bien. C'est vrai que c'est une belle scène en plus. D'abord la découverte de l'objet, le bruit, et puis l'espèce de jumpscare en quelque sorte avec les mouches qui sortent d'un coup. On peut imaginer ça. ouais. C'est vrai que du coup, oui, Je voilà, suis content je suis content que ça a été ressenti comme ça en fait, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. c'est vrai que c'est assez visuel. Enfin bon, généralement, il n'y a pas que la littérature qui peut influencer les auteurs, quoi. C'est bien de savoir mélanger Ah les non, références, les genres. C'est bien de justement aimer les séries, le cinéma, les œuvres picturales ou musicales aussi peuvent inspirer. Je pense que oui, oui, le fait que je pense que tout ce qu'on voit de façon toute la journée, je pense qu'on est beaucoup ici à écrire, je pense que tout le monde a en tête le moment où de temps en temps il se promène dans la rue et qu'il y a l'idée qui vient et qui se dit, hey, c'est pas con ça, je vais peut-être écrire ça. d'ailleurs, au moment où en fait tu réfléchis pas forcément à ton histoire, tu peux être en train d'écouter deux petits vieux qui causent et puis tu C'est enregistres ça, ou voir un truc qui n'a rien à voir. c'est ça. Mm. Là, ça débat sur la Non mais ouais, ça littérature c'est. jeunesse. Bon, c'est fini de se disputer le café Cobalt là.
Fran approuve. Alors, concernant les lectures, et comme c'est de la jeunesse, surtout, je ne sais pas si Sam appréciera autant que nous. Quand on découvre enfant ado, c'est clairement des lectures qui nous forment et restent gravées. En lisant, relisant adulte, c'est pas forcément le même impact, même si ça reste très bien. J'ai découvert La Croisée des Mondes, j'avais quoi, plus de 30 ans. Du coup, comme j'ai beaucoup aimé, je l'ai filé à ma grande nièce, qui devait avoir 10 ans à l'époque, elle l'a dévoré. Mais ça Ouais, non, influence non, les mais deux. alors... Alors, la Croisée des Mondes, pour moi, bon, comme je disais, c'est vraiment. Je pense que je suis pas objectif sur le sujet, mais quand je les relis, j'ai pas la sensation de. Comment dire? De relire du jeunesse et de sentir des défauts, en fait. Non, Alors que, t'as l'histoire effectivement, clé, quoi. ouais, effectivement, j'ai relu, enfin, j'ai lu, parce que je les avais pas encore lus, les Ewilan de Botero. Et il y a plein de choses qui m'ont sauté au visage en me disant, et là, regarde, ça, c'est un truc que t'as pas envie de faire, parce que ça, c'est pas, voilà. Mais, mais ça n'empêche que les livres sont excellents quand même. Et que pour ce qu'ils veulent apporter et faire, eh ben, ça marche parfaitement. Et pour moi, effectivement, il y a des défauts, mais ça n'empêche que le fond et ce qu'ils veulent apporter à leurs lecteurs, eh ben, ils l'apportent de la meilleure manière possible, je trouve. Bah, c'est une bonne introduction aux littératures d'imaginaire, je trouve, enfin, quand on est jeune, hein. C'est toujours bien de commencer par du Botero, enfin, Litchi. Non, mais en vrai, j'ai essayé de relire du Botero et j'ai vraiment eu du mal, alors qu'Ewilan, c'était que... Voilà, après, c'est toujours pareil, je pense qu'il y a il y a un moment pour chaque livre, et il y a des livres, on les lit pas au bon moment de notre vie, pour pouvoir les apprécier comme on devrait. Ah, c'est ça, chaque œuvre, en général, même un film ou autre. Mahogany, j'ai relu le livre des étoiles qui est ma trilogie de jeunesse préférée et c'est pas parfait, clairement. Sinon, La Croisée des Mondes, c'est bof jeunesse. Pullman a découvert Pullman à 16-17 ans. Mahogany, en relisant La Croisée des Mondes, je me suis dit, what the fuck, comment j'ai pu comprendre, interpréter ça quand j'étais ado? C'est parfois hyper profond. Bah ouais, non, tout à fait. Alors moi, c'est pour ça que j'ai adoré, Ouais, hein. alors, Alors que j'étais pourtant une moi, bonne je les ai lus à lectrice. 11 ans. Je les ai lus à 11 ans, je les ai relus à 16, je les ai relus ensuite, je sais pas combien de fois je les ai relus, mais en tout cas, je les ai relus. Euh, et, et, et effectivement, en fait, c'est ça qui est très fort chez Pullman, je trouve, c'est que tu découvres de nouvelles choses et des choses que tu n'avais pas compris en les relisant. Et moi, il y a alors, et même, il y a peut-être des détails où j'ai l'impression de les inventer, de me dire, c'est peut-être pas ce qu'il voulait dire du tout à ce moment-là, mais en tout cas, c'est moins l'impression que ça me donne là, tout de suite en le lisant. Et je trouve que vraiment, c'est ça qui est très fort en fait avec ces livres-là. C'est qu'ils ont plus qu'un message, ils ont plein de messages, et en fonction de l'âge auquel tu lis le livre, et ben, tu chopes ceux qui te parlent à ce moment-là et ceux qui sont importants pour toi à ce moment-là. C'est ça, c'est en ça que tu vois qu'une œuvre est vraiment réussie, c'est quand elle traverse les générations et que à chaque fois que tu les redécouvres des années après, ton regard a changé, mais l'histoire s'enrichit, quoi. C'est pas, tu grimaces pas aux défauts, au contraire, tu découvres des nouvelles choses et des nouvelles clés. Ouais, c'est ça. C'est en ça que cette œuvre est formidable, quoi. Quand je l'avais découvert, j'étais assez bluffée. Mais ça plaît aussi aux gamins, faut pas croire que... Les gamins aiment ce genre d'histoire parce que ils sentent qu'on les prenne pas pour des nœuds ou Ah, des vidéos, quoi, au contraire. pour, pour moi, je pense que c'est le premier truc à se dire quand tu écris de la littérature jeunesse. C'est-à-dire que tu n'écris pas de la littérature jeunesse. Tu écris ton histoire pour des gens qui sont aussi futés que toi, en fait. C'est pas qu'ils sont moins futés que toi, c'est juste qu'ils ont moins vécu. Et donc, tu n'écris pas ton histoire pour des gens, enfin, des enfants qui vont pas comprendre des choses, ils vont tout comprendre. C'est juste que tu leur écris pour qu'ils puissent se former, et parce que eux vont se former autour de cette histoire. Et c'est ça qui est, pour moi, c'est pour ça qu'écrire de la littérature jeunesse, c'est sûrement la littérature la plus importante qui existe. Parce que c'est la littérature qui forme les enfants. Et ça, c'est super chaud. En vrai, c'est une, euh, c'est une vraie responsabilité. Quand tu te dis, je vais écrire de la littérature jeunesse, je trouve qu'il y a un côté.
tu mets l'esprit de Ouais, plein de gamins entre tes mains, quoi. faut, Tu mets faut, ouais, l'évolution faut, mentale de plein de gosses entre tes mains, c'est assez flippant c'est finalement. ça. Il faut y réfléchir un petit peu. Il faut se dire ce que je vais écrire, ça peut avoir un impact. En fin de compte, c'est un peu comme quelqu'un qui va se dire, je vais être prof. Ouais. Pour moi, prof, c'est un des métiers les plus importants qui existent parce que c'est justement le métier qui va, entre autres, former les enfants, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est super important. Et, et je pense qu'il y a la question qui se pose aussi de se dire, est-ce que je vais pas leur raconter des conneries, quoi. C'est dur, de toute façon, quand t'es écrivain, tu te remets tout le temps en question. Mais là, ça doit être encore plus infernal. Parce que limite, tu t'en fous Ouais, d'être bien accueilli par des lecteurs adultes, mais quand c'est des enfants, tu dis que t'as un impact immense sur les gosses. après, ça peut avoir ouais, peut ne pas être bien non plus quand on voit les dernières sorties de J.K. Rowling, par exemple. Ouais. Bah, ça pique un petit peu de voir que dans le. Ouais, là, je vois C'est les, réjouissant. je vois les alertes rouges. Je vois les alertes rouges Ouais. sur T'inquiète pas, il n'y a pas de terre fendue. Il n'y a pas de terre Non, mais fendue. ce que je veux dire, c'est que. Ouais, non, mais c'est ça. C'est que. J'essaie de retrouver, en fait, dans ma petite tête, le nom du dernier bouquin, celui qui a fait. Il y a quelqu'un qui va l'écrire. Voilà, Lika Bog. Là Moi, où- je trouve ça fou de se dire, je vais. En fait, c'est ça que je trouve super dangereux. C'est-à-dire que la littérature jeunesse, tu te dis, ok, je vais écrire quelque chose pour des jeunes et ils vont se former autour. Mais à partir du moment où tu le prends en te disant, je vais l'écrire pour faire passer mes idées, là, ça devient super dangereux, je trouve, Ouais. et très mauvais. C'est-à-dire que tu leur donnes quelque chose autour duquel ils vont se former, ils vont se poser des questions, ils vont évoluer et créer leurs propres idées, ça, je suis mais à 100% d'accord et c'est à ça que ça doit servir. Par contre, et quelle que soit l'idée, hein, que ce soit pour le coup, là j'ai pris l'exemple de J.K. Rowling parce que voilà, il est très clair, mais mais oui, et donc poser des questions pour qu'ils se créent autour, oui. Par contre, faire passer ton message et de faire en sorte que ce soit celui qui, à la fin de la lecture, fasse que tu te dises, ok, c'est ça qu'il faut que je pense, ça, je suis moins d'accord. On dit au final, est-ce qu'une œuvre jeunesse n'est pas militante par essence, du coup? Ben, comme vient de le dire Edouard, bon, il y en a qui veulent faire passer un peu des idées de force, en quelque sorte. Donc, t'imagines, quand t'as des gamins qui découvrent très tôt leur transidentité, donc imagine, ils tombent sur du J.K. Rowling et ses dernières œuvres, par exemple. Ouais, Allez, c'est triste, hein. Enfin, moi, je trouve ça super triste. bah, moi aussi, ouais. Mais ouais, voilà. Littérature et politique, techniquement. Ouais. Pas faux! Une militante. Je reprends Fran, puisqu'elle Mais donc s'inscrit dans oui, la société, et pour être lu par la société, tu trouveras toujours quelqu'un qui trouve un bouquin militant, même si l'auteur l'a pas pensé comme ça de toute façon. C'est pas faux? Thème. Pour J.K. Rowling, je conseille la longue vidéo de Contrepoint sur le sujet, ou éventuellement celle de Lindsay Ellis. Ouais, merci beaucoup. Ah, mais en même temps, je suis désolée, c'est mérité que Contrepoint lui foute le feu, quoi, parce que elle a des responsabilités, cette dame, vu sa notoriété. c'est ça. Ouais. Contre les transsexuels, Et, ok, d'accord, ça c'est son problème, mais il faut pas que ça devienne celui des autres. et pour moi, effectivement, quand tu écris de la littérature jeunesse, c'est ça la grosse différence avec la littérature pour adultes plus classique, quoi. C'est que quand tu écris de la littérature adulte, pour moi, tu écris pour des personnes qui sont déjà en mesure de pouvoir être ou non d'accord avec ce que tu vas écrire. Oui, voilà. Et donc, tu écris ce que toi tu penses. Et eux, ils en font ce qu'ils veulent après. Par contre, quand tu écris pour des enfants ou des personnes qui sont en train de se former, il faut que tu aies la responsabilité de te dire ce que je vais écrire, ça peut avoir un impact.
Et, et c'est la seule, pour moi, c'est la seule différence entre la littérature jeunesse et la littérature adulte, en fait. C'est juste de se poser la question de est-ce que je suis prêt à prendre cette responsabilité? Mm. Bah, surtout que souvent, en plus, quand tu es gamin, tu n'as pas le recul. Des fois, tu te sens, t'as l'impression qu'on s'adresse directement à toi, en quelque sorte. Mais c'est ça, voilà. Et puis bah, enfin, tu vas changer 50 fois en fait. Entre le moment où tu as 12 ans et le moment où tu as 20 ans, bah, tu t'es plus la même personne. Tu t'as changé. Constamment, quoi. Voilà, t'as évolué 50 fois. Et si ça se trouve, t'as évolué 3 fois en lisant un seul bouquin, tu vois. Je veux dire. je- donc, ouais, moi j'ai très envie d'écrire de la littérature jeunesse parce que vraiment, c'est le public qui pour moi est super intéressant en fait parce que justement la littérature jeunesse ça a été super important pour moi que j'ai passé des heures et des heures avec mes bouquins à, à imaginer des mondes et à juste kiffer être projeté dans ceux qu'on me présentait et bah c'est ça, c'est vraiment une idée de renvoyer l'ascenseur en fait et pour moi du coup les contes de Maelstrom qui sont du coup la série de livres jeunesse que j'ai envie d'écrire. C'est vraiment l'ascenseur que je renvoie, quoi. Et comme les métiers de parents aussi, je veux dire, nos parents se donnent sans compter pour nous, enfin voilà, et toi quand tu deviens toi-même parent, en quelque sorte, tu renvoies Ouais, c'est l'ascenseur, ça. il y en a qui décident de pas le renvoyer. Ah, Oui, il heureusement. y en a. Oui, à côté transmission, tout à fait, ça. Oui, et puis j'avais envie d'écrire l'histoire. En fait, j'avais envie d'écrire l'histoire que j'aurais eu envie de lire à l'époque. Ah, c'est ce qui C'est-à-dire guide que, l'écrivain, je pense. voilà, c'est ça. De toute façon, c'est c'est qui m'a envoyé ça, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail il y a pas si longtemps où c'est écrivez l'histoire que vous auriez voulu lire parce que vous allez devoir la lire 52 fois. C'est ça, exactement, je te confirme. Bon, déjà, j'ai essayé de lire mes histoires 3-4 fois avant de l'envoyer à l'éditeur, qui le relit, qui me le renvoie en disant, bon, bah, faut que tu corriges tout ça et ça et ça, donc je relis encore mon histoire, je leur renvoie mes corrections, et ensuite je suis obligée de relire la maquette qui me renvoie, parce qu'il faut être sûr qu'il n'y a pas des trucs qui ont échappé, donc ouais, faut vraiment que tu kiffes ton histoire, quoi, obligé. C'est ça. Plus du café cobalt, partagé sur le café. Il y a Melchior qui va s'en aller, Ah, il fait sa pub pour moi, ok. je vais le lire du coup, hein, comme ça passera mieux. On est Oui, d'accord? ok. Ouais, ok. Donc, jeunes gens de bonne compagnie, je dois filer. Donc, au revoir Melchior, et merci beaucoup d'être passé. Bon appétit. Je souhaite une excellente soirée à tout le monde et n'oubliez pas que la semaine prochaine, le 20, sort le nouveau et excellent roman de Nelly, Avant 7 jours. Et pour les retardataires, en voltige en poche. Des bisous. Des hiboux, pardon. Excellente réclame, merci, bravo. Super Mais de voix. rien. Et donc voilà, bah oui, on peut dire bravo à elle. Ok, merci Melchior, bisous. Bon, revenons à nos moutons, pas forcément électriques. Oui. Et, on était en train d'effectivement de oui, le fait que tu dois relire ton histoire plusieurs fois et parce que faut que tu écrives l'histoire que tu rêves d'écrire, enfin que tu rêves de lire, l'histoire que tu n'as jamais trouvée, même en fouillant toutes les bibliothèques. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, alors, pour le coup, les contes de Maestro, moi, ça m'est venu un peu de façon. C'est-à-dire, pour pour cette fois-là, j'avais envie d'écrire de la littérature jeunesse et donc je me suis lancé dedans. À la base, les contes de Maestro, pour moi, c'était pour un jeu de rôle où j'avais écrit un petit setting de jeu de rôle où on joue des enfants, justement. Un peu l'idée, c'était de jouer des enfants de jeux vidéo. Pas de jeux vidéo, des enfants de dessins animés, pardon. D'accord. Des enfants de dessins animés du type Trollhunters ou ce genre de choses. Ah, trop bien. Et en fait, voilà, donc j'avais écrit mon petit setting de, petit setting de jeu de rôle. Et c'est la première fois où je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire sur un truc que j'ai écrit pour du jeu de rôle. Ça m'était jamais arrivé avant. En fait, pour moi, c'est vraiment deux univers que je séparais beaucoup. Oui. Ah oui, Et, également, t'as beaucoup et pour d'écrivains le qui viennent du coup, jeu de rôle aussi.
Oui, 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 complètement. Mais je crois que les rôlistes sont partout de toute façon. De toute façon, le jeu de rôle, au final, c'est quoi? C'est jouer à faire semblant et on l'a tous fait quand on était gosse. Donc, Ça. les rôlistes, c'est juste des gens qui sont restés des gosses, quoi. Et, ouais. Et, Mais bon, et qui ont trouvé des dés. il y a quand même des écrivains assez fameux qui sont passés par là. Enfin, bon, chez Komoto, Jean-Philippe Javorski, qui à la base était un rôliste. Hein. Il y a même un de mes potes Oui, oui, oui. souvent avec lui. Cette théorie de J'ai film. j'ai lu, j'ai lu ce qu'il avait écrit d'ailleurs pour le Vieux Royaume en jeu de rôle. Euh, et c'était assez intéressant, c'était marrant de voir, de trouver ça après avoir lu le livre en fait. Et bah, ça a bien évolué avec le livre. Mais alors ça, c'est quelque chose pour moi qui est super important. C'est-à-dire que quand on lit Jaworski, on ne sent pas que qu'il a pensé jeu de rôle à la base. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de super important quand j'écris. C'est que j'ai lu des livres où, quand je l'ai lu, je me suis dit, on dirait un jeu de rôle. Enfin, C'est vrai que c'était écrit par un on dirait que c'est rôliste. tiré d'un. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout envie qu'on ressente quand on lit quelque chose que j'ai écrit. Mhm. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé. Et quand j'ai écrit les contes de Maestra, effectivement, c'est la première fois que j'ai écrit quelque chose un- qui avait un rapport à la base avec le jeu de rôle. D'accord. Alors que Et finalement, ça aurait pu être un cheminement logique. ouais, 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 ça aurait pu. Mais voilà, je me suis éloigné de ça et je me suis beaucoup éclaté à l'écrire après, parce que vraiment écrire, enfin, encore une fois, hein, écrire du jeunesse, je trouve que c'est super agréable en fait, c'est très fluide, je trouve. Il faut que tout soit parfaitement fluide de toute façon. Euh, et, et, euh, et je sais pas du tout si j'ai réussi en vrai, hein, Ben, le fait que mais tu sois éclaté, déjà, c'est plutôt bon signe. ouais, voilà, c'est ça. Le but, c'est de s'éclater. Et Fran, donc tu dis que tu arrives à détecter ceux qui viennent du jeu de rôle. Hein. Peut-être que je suis biaisée, mais à ma terre donnée. Tu veux prendre la parole là-dessus, Fran, ou ça va aller? Ah non, pas du tout. Ok. Oh, parce qu'on aurait pu Ah décider mais de c'est vrai, un rôliste. vous pouvez parler aussi. Ah, ils ont tout à fait le droit. Après, il y a Ah, bien sûr activez vos le micros. fameux bâton de parole virtuel. Ça ne veut pas. Litchi non plus. On profite de Je vos vois. belles voix. Ouais, oui, bien sûr. Donc ça balance sur la pression pour parler, mais par Ouais, c'est contre. ça, mais après, ça fait les couards. Bravo. Ok, non, mais Fran, c'est une bonne excuse de ne pas vouloir Bah, activer le micro pour ne pas avoir à couper le ventilo. Ouais, après, le je ventilo, ça comprends. peut faire vocodeur. Hein. Il fait 37. Putain, mais t'es où? À Montpellier. Ah ouais, la vache. Oui, argue. Mais bon, pour revenir à ton écriture, en tout cas, il y a un truc qui va être super. Enfin, c'est le fait que tu fasses du théâtre. Je pense que ça va être un énorme plus pour tes dialogues. Enfin, tu vas avoir encore plus de facilité, à mon avis, pour les écrire. Bah, le fait Ben, d'écouter les autres parler, de, j'espère. ouais, le fait de devoir dire un texte à voix haute, un texte écrit à voix haute, ça te permet en tout cas de vite voir où ça peut pêcher quand c'est trop surécrit ou, enfin, ça va vraiment, je pense, te libérer un peu pour les dialogues. Enfin, moi, c'est ce que ça m'avait fait, parce que j'ai fait du théâtre en amateur pendant plus de 10 ans. Ouais. Et, bon, en fait, il y a aussi le fait d'écouter les gens parler dans la rue ou les proches et tout ça, tu peux avoir des voix dans ta tête, en quelque sorte. Ouais, ouais, les voix dans la tête, c'est important quand on dit. C'est pour ça d'être un peu schizophrène. C'est ça. J'ai un chat qui arrive, là, ça y est, ça. Mais oui, complètement. Non, mais et puis le théâtre. Enfin, en dehors de ça, je trouve que le théâtre, je pense que ça apporte beaucoup au niveau écriture, Ouais, tout simplement parce que ça apporte un rythme et une espèce de mélodie dans l'écriture. exactement, ouais. Et pour moi, la mélodie dans l'écriture, c'est super important. C'est quelque chose que euh, je sais pas comment l'expliquer en vrai. Je sais pas comment Mais c'est un truc qu'on le sent. formuler même. Mais vraiment, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup quand pas, enfin, pas que je réfléchis en fait, que pour le coup,
c'est quelque chose que je ressens en fait. Et vraiment, quand j'écris, j'ai envie de ressentir ce côté que la mélodie sonne exactement comme je veux. Et donc, pour répondre à Sem, je relis à haute voix quand je travaille, oui. Oui, je relis à haute voix quand je travaille. Ouais, c'est marrant, tout le Je monde dit relis la à même haute chose voix en et scène, puis mais ouais, c'est marrant. ouais. Et puis T'as j'ai l'air même d'un t'as taré même dans des ma chambre. textes. J'ai compris mon boulot. Ceci explique la clarté de ta narration. Ah, ça peut aider, effectivement. Je, ouais, je sais pas. C'est vrai que après, tu vois là sur le grand-père par exemple, la partie que j'ai lue, il y a deux trois petits passages que j'ai encore modifiés Oui, je entre me le suis moment où je rendu te l'ai compte. envoyé. Oui. Ouais, ouais, et parce que effectivement, au moment où je l'ai relu pour moi, où je me suis entraîné pour cette lecture, je me suis rendu Des compte trucs qui fonctionnaient qu'il bien. y avait des trucs où il y avait des fausses notes, tu vois, des Oui. moments où je sentais que ça sonne pas. Là, je trébuche un petit peu sur le mot. C'est pas comme je veux. Et donc, mais ça, à mon avis, tu reprends n'importe quel texte. Enfin, si je le reprends, là, le même passage dans 3 6 mois, bah, je remodifierai des trucs de nouveau en me disant ah, ça sonne pas comme je veux. Bah, de toute façon, faut toujours je... se mettre en question, hein, c'est pas la mort non plus. Il faut pas s'accrocher à son Ouais. texte comme à Gollum et son Ouais, anneau. je pense qu'un texte, ouais, il est jamais vraiment fini en fait. Mais voilà, Non, j'avais vraiment même c'est pas juste qu'à un calculé. moment donné, enfin, je veux dire, c'est juste qu'à un moment donné, il est sur le papier et dans ce cas-là, tu vas pas le remodifier, mais Non, ça bah, n'empêche que quand tu le relis, t'as pendant que t'amuses quand même envie de modifier. c'est vrai. Oh, bah, même mes textes publiés, un bouquin et tout, des fois je tombe sur des passages, je dis ah bordel. Enfin bon, je vais pas faire un autodafé de mes bouquins, hein, c'est bon, ils sont chez les gens. Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Bougez Non, c'est mon pas! livre, je suis avec. Et du coup, Faut savoir tu vois, s'arrêter. parfois, je me demande comment ça se passe. Enfin, tu vois, pour des trucs à la con, mais t'imagines, est-ce que Mozart, Bach et autres, est-ce que s'ils réécoutaient est-ce qu'ils réécoutaient leur symphonie 10-15 ans après en se disant, ouais, certains ils pouvaient pas, mais 10-15 ans après et en se disant, bon, Surtout c'est des de la merde, je ténors. vais modifier cette note. Bah ouais, Ouais, je voilà. pense qu'il y avait peut-être des réécritures et des trucs. Enfin bon, en plus ils étaient obligés de les rejouer de temps en temps devant un public. Hein. Ouais. Ah, mais une connaisseuse en Mozart. Mozart, il l'écoutait déjà dans sa tête avant de l'écrire, donc je pense que lui, non. Et c'est comme les acteurs qui ne supportent pas de voir leur film. Ouais, il y a un peu de ça. Moi, je supporte pas d'entendre ma voix. Mais puis bon, ça me fait toujours bizarre quand je me relis genre, plusieurs mois après. J'ai vraiment l'impression de dire une inconnue. Bon, quand on met trop de côté, c'est scrupule, quoi. Quoique c'est toujours mieux que Ouais. de se gargariser à se relire en disant putain, Ouais, qu'est-ce que c'est bien. c'est que j'écris bien. Je m'aime. Mais voilà, et tu te regardes écrire et les gens sentent que tu te regardes écrire. C'est obligé. En fait, t'écris plus que pour toi du tout. Alors que, ben, Ouais. peut-être tu parles de transmission, de renvoi d'ascenseur, c'est tout à fait ça. Tu écris toujours pour un lecteur imaginaire, en quelque sorte, lecteur idéal. Oui. Ça, j'ai vu passer un moment, alors ça devait être il y a un petit moment, hein, il y a longtemps, parce que j'allais dire sur Twitter, et bon, mon utilisation de Twitter est assez, comment dire, Épisodique. euh, voilà, épisodique exactement. C'est ce que je disais la dernière fois, c'est que globalement, je vais sur Twitter, je vois un drama et je repars de Twitter. Oui, bah, c'est ça. Ah, Mais, j'ai vu passer le drama, c'est la personne qui disait qu'il les écrivait impro, il devait arrêter de se plaindre, c'est ça? ouais, ouais. Voilà. Mais globalement, Dernièrement! c'était pas sur ça, c'était surtout sur. Il y a un petit moment où les gens disaient est-ce qu'il faut écrire pour soi ou pour le Ah, lecteur. d'accord, et ça a Et, tourné au drama. et ça me. Bah, oui, enfin voilà, c'est plus tard. Ah, mon dieu. mais, Tout tourne au drama, bah oui. mais du coup, ouais, oui, Et donc, à cette question, moi, j'ai envie de dire. En fait, j'ai envie de dire, il faut arrêter
de se palucher autour de l'écriture aussi. L'écriture, à la base, ça reste quand même juste un métier, et effectivement, tu écris pour un lecteur parce que c'est lui qui... Bah, c'est lui le client, en fin de compte. Ouais, c'est le Et dernier chaînon, quoi. ouais, voilà. Donc après, effectivement, Le palucha, ça le se fait en paluchage se fait en privé, oui, de toute Bah, façon. comme les gens qui écrivent pour eux, finalement. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien, qui adorent écrire, mais juste pour elles, quoi. C'est juste pour se faire plaisir à elles. Oui, oui, Plein de complètement. Et ça, volonté. je suis... Ouais. Ça se respecte tout à Mais fait. complètement. Mm. Ouais, mais carrément. Voilà. Ok. Je suis d'accord. Quand t'écris pour toi, de toute façon, après, tu peux écrire pour toi et puis te dire ensuite que, effectivement, ça peut avoir un intérêt pour quelqu'un d'autre. Bah, Pourquoi c'est pas? ça. Enfin, en fait, c'est vraiment le Mais je pense principe qu'il y a un moment, d'écrire le bouquin voilà, il y a un soi-même. moment ou un autre où tu penses au client, quoi. Enfin, où tu penses au lecteur, au client, au lecteur, Mm. à la personne que ça va toucher. Ouais. Et si Et... t'écris pour toi, tu attires des gens qui peuvent être comme toi. Et boum, ça fonctionne aussi. Un peu unique quelque part. Non, mais oui. En fait, en vrai, il n'y a pas de réponse à cette question, Non, je pense. non, ouais, c'est oui. C'est vrai. Chacun a sa méthode pour écrire. En fait, ça a aussi un carburant, quoi. Chacun carbure différemment. Et du coup, pour ta nouvelle pour le projet Silex, ça sort quand, rappelle-nous? Alors, attends. Oui, j'attends. Petit, je jette un œil Il y au a d'autres dernier personnes message ici qui avait été envoyé. qui ont participé au projet Il y a Silex? Fran, Mhm. il y a Ah, la Fran France. qui a écrit Alba de G. Ouais. Et Litchi Euh, aussi, on et dirait, je non? crois Et un que petit fouillis. alors non, qui sont édités chez Projet Select, je crois qu'il y a que Fran pour le coup. Et bon, du coup. Mahogany dit que c'est la semaine du 23 août. Merci, la semaine du 23 août donc. C'est cool ça. Et donc ce sera ton premier Euh, texte publié. Ça sera mon premier texte publié. Ah, C'est une nouvelle, ouais, et une grosse nouvelle, une grosse pour le nouvelle. coup. Enfin, en fait, j'aime bien les appels à texte de Projet Silex autour de leurs nouvelles, parce que c'est des nouvelles de 80 000 signes. Ah ouais, c'est quand même costaud, Et, ouais. et voilà, c'est pas c'est des nouvelles qui sont un petit peu... Un peu à la qui, limite qui, de la qui, novella, ouais. voilà, ouais, c'est ça, où t'as le temps de te poser et de poser un univers et même si, pour le coup, je suis en train de travailler sur l'appel à texte de l'Isekai, donc Mhm. le prochain appel Isekai, je ne sais pas comment on dit, Isekai, Isekai. Ezekiel. Je vais me faire corriger par Sem, ça arrive. Et Izekiel. donc Isekai, Il y a ouais, une bah, faute ils ont tous dit d'orthographe autre chose de toute possible, façon, ouais. donc. En japonais, c'est Bon, ça suffit. Donc, Ouais. l'Iseke, et, et pour le coup, 80 000 signes, j'ai la sensation que c'est pas assez et que je galère à rentrer dedans, mais Mhm. voilà. Je suis aux deux tiers de ma nouvelle et je me suis bien amusé pour le Bah ouais. coup. Pour l'instant, t'as publié que chez pour le projet Silex, mais c'est bien déjà, t'as le bon réflexe de répondre à les appels à texte, ça c'est cool. Comme ça, Ouais, 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 commence à mettre le doigt dans l'engrenage. Enfin, dans mon expérience, en à tout la cas. base, le grand-père, c'est un appel à texte aussi. Ouais. Euh, mais donc voilà, pour lequel je ne sais pas encore du tout d'ailleurs Pour quel, ce qu'il en est. pour quel éditeur ou asso, parce que... Pour Ojmios, D'accord. édition. Euh, Ojmios, ouais. Oublie quand est-ce qu'ils donnaient la réponse. Qui. Ils font les deux. Ouais, alors je crois que ils avaient envoyé un mail en disant que c'est un peu le bordel et qu'ils Ah, sont. Et qu'ils n'ont pas encore envoyé les réponses, mais que ça viendra ouais. sous peu. Donc J'ai déjà, je ne sais pas. déjà participé à des appels à texte par le passé, avant de bosser pour les moutons. Il y avait souvent aussi des petites maisons d'édition où c'était le bordel, et puis après, peu de nouvelles, et après, sous la porte, enfin. Ouais, faut tenter plein de Je trucs, mais des l'écris. fois, faut pas trop se percer d'illusions. Ouais. Faut mieux. Oui, oui, oui. Ben après, c'est voilà, c'était, moi je réponds à des appels à texte de temps en temps. En fait, la plupart du temps, c'est j'écris ce que petit roman que je veux écrire à un moment.
Ensuite, je me pose et en fait, c'est un peu mes pauses pour moi, les appels à texte et les nouvelles, et cetera. Je trouve que c'est sympa de pouvoir, d'écrire quelque chose de court, en fait, qui est vite fini et pour moi, écrire court, c'est difficile déjà, Ah, je trouve. c'est un C'est un exercice. exercice qui est Ouais. Ah, mais moi, ouais, j'ai c'est fait le un travers exercice qui est de difficile. Parchemin et Travers. J'avais envoyé justement une nouvelle pour eux, et puis et finalement, elle a fini chez les artistes fous. Ça remonte, hein, Chez ça les a plus de artistes. 10 ans, cette histoire. Alors, je vois Fan qui dit que écrire court c'est affreux. Ouais. En vrai, je trouve que c'est pas affreux, c'est que c'est un autre exercice et parfois il est super intéressant parce qu'il t'oblige à, à écrire efficace en fait. Oui, c'est ça. Et Ouais. ouais, et écrire efficace, je trouve que parfois, eh ben, on ferait mieux de pas s'étendre bêtement sur des pages et des pages pour écrire un petit peu plus efficace de temps en temps. Et enfin, ça, c'est ce que je me dis à moi. Hein, je suis pas Bah, en train de critiquer. c'est ça. Aussi, une autre façon d'écrire, c'est de faire un premier jet pas toujours efficace, et là, tu vas... Ah, ça, mais ça, c'est pas... tu coupes. Donc il faut Non, mais savoir ouais, voilà, vraiment c'est de ça. 80 000 signes à 40 000 signes et il faut savoir synthétiser ce qui peut rester ou pas ou fusionner des deux phrases en une seule. Je suis d'accord. Et après, je dis ça tout en étant en train de galérer sur l'Izeke à arriver sur mes 90 signes. Quoi. Je le vois très bien que je vais les dépasser et donc je vais devoir bosser à la réécriture, Ouais. Tronçonneuse. enfin à la relecture. Exactement, que je vais devoir sortir le scalpel. Au début c'est la tronçonneuse et puis après effectivement c'est le scalpel, la petite cuillère pour tu sais, comme les films. Ouais, Ok. c'est ça. Bon jeunes gens, il est 20h04, le temps file. Bah, c'était bien cool tout ça en tout cas. Bah, merci. Ben, carrément, je J'aurais suis... voulu parler d'autres trucs encore, je pense que toi aussi. Oui, 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 bah, de toute Ouais. façon, je pense on peut continuer comme ça un petit moment. Ouais. Pas qu'on perde non plus les auditeurs, parce qu'en live c'est cool, mais après voilà, il y a les retranscriptions sur YouTube et là comme tu n'as pas d'interaction avec les gens qui parlent, 1 heure, je me dis que c'est le temps suffisant quoi. Oui, oui, non, mais largement, oui, oui. Est-ce qu'il y a un rendez-vous de Au qualité? pire, Merci. si vous voulez discuter, il n'y a pas de souci, on pourra se poser. Voilà, de toute façon, Et n'hésitez pas à venir aux Imaginales, au pire, ah oui, c'est vrai. pour discuter. Ah bah moi je sais pas, on s'est pas inscrit à temps. On devait aller à Mons et finalement ça a été fermé à cause du Covid quoi, donc on n'a pas. Ah oui. Ouais, c'est très con. Ah oui, tu devais aller à Trolls et les Ouais, légendes, du coup, c'est ouais, ça? avec les moutons électriques. Ouais. Ouais. Ils ont annulé et puis Ok, ouais. comme ça a tombé en même temps que les Imaginales, pas de bol. Ouais, bah ouais. Pas de balle, ouais. Mais en tout cas, ouais, moi, je serai aux Imaginales avec le reste de l'équipe. Ah, c'est trop Des, cool ça. T'es déjà allé des aux Imaginales? super. Non, j'ai jamais été. Je voulais y aller l'année dernière. Et puis, voilà. Bah, tu seras très bien entouré à ce que je vois. Oui, j'ai l'impression qu'il y aura un petit peu du monde. On va trop venir vous embêter. Avec une betterave. Ah non, pas les. Eh ben, ça te promet. Eh ben voilà. C'est donc la fin du Triscale des Cafili sur une note betterave imaginale. C'est Merci à ça. tous d'être venus. Bah, merci Edouard pour ta Merci lecture. beaucoup. C'était vraiment très cool. Merci pour Et l'invitation. bah non, de rien, c'est normal quoi. Tout le monde est bienvenu. Et ben, et puis comme cette page c'est un peu mon auto-promo éhontée, ben c'est moi qui lis le prochain texte la semaine prochaine, enfin le mois prochain. Parce que bah il y a Avant 7 jours qui effectivement sort le 20, donc le 13 septembre je ferai une lecture d'un des extraits pour vous allécher davantage si vous ne l'avez pas déjà lu à ce moment-là. Oui, Avant 7 jours. Et ben voilà, merci tout le monde et gros bisous.